Bien, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec vous pour ce webinaire sur le thème du chamanisme contemporain et d'être avec mon frère Eric, ma sœur Sophia, pour répondre à vos questions, sur ce thème qui nous tient à cœur. Est-ce que Eric et Sophia, vous m'autorisez à dire un tout petit mot d'introduction? Peut-être, voilà, la proposition, peut-être, on va pas prendre la parole tout le long, mais on peut dire un petit mot d'introduction. Pourquoi ce thème nous tient à cœur, chacun de nous trois, et après on répondra à toutes les questions. Eh bien, c'est parfait. Donc, moi, pourquoi ce thème me tient à cœur? Parce qu'on est dans une, on est aujourd'hui dans une société qui a terriblement besoin du chamanisme, mais qui a terriblement besoin du chamanisme, mais qui a aussi pour lequel le chamanisme traditionnel n'est pas la réponse exacte, tout simplement parce que le chamanisme traditionnel était destiné à répondre aux besoins de personnes. Je pense par exemple à mes frères et sœurs pygmées, était destiné à répondre aux besoins de personnes qui vivaient dans la forêt ou qui vivaient et dans des conditions très, très précises de vie. Or, les conditions de vie aujourd'hui font qu'on doit trouver que notre chamanisme, qui est un chamanisme profondément évolutif, doit trouver d'autres modes d'expression. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Est-ce que Sophia, et je laisse Sophia et Ok. Alors, pourquoi ce thème me tient à cœur? Parce que pour moi, c'est important de faire un pont entre un chamanisme traditionnel qui est porté par de nombreuses traditions depuis la nuit des temps et qui a sa valeur dans ces peuples-là, dans ces traditions-là, dans ces modes de vie-là. Et ce sont des connaissances ancestrales qui ont été explorées, cheminées, vécues au fil des ans et au fil des siècles, si je puis dire. Et aujourd'hui, je rejoins un peu ce que disait mon frère Moudouma. On a besoin d'un chemin spirituel inspiré, et pour moi, le chamanisme est un chemin spirituel inspiré. On a besoin de prendre véritablement conscience au-delà de ce qu'on appelle l'écologie, comment se connecter à tout ce monde qui nous environne. Et quand je pensais à cette thématique, je me disais, oui, pour moi, il y a une expression qui est fondamentale qu'on dit en Lakota sous la forme Mitakoye Oyasin, au nom de tous les miens, au nom de toutes mes relations, et moi je dis souvent pour que les gens comprennent mieux, nous sommes tous reliés. Et toutes ces relations, c'est quoi? Eh bien, c'est tout le règne du vivant, aussi bien le végétal, le minéral, l'animal que l'humain. Et plus je chemine avec cela et plus il me semble fondamental que chacune comprenne qu'est-ce que cela veut dire et comment on influence, y compris le monde qui est à l'autre bout de la planète, dans nos comportements et dans nos relations personnelles, nos formes de pensée. Alors pour moi, le chamanisme d'aujourd'hui, c'est faire vibrer tout cela, c'est apporter tout cela, et essentiellement dans ce monde dans lequel nous vivons, occidentaux, pour que nous puissions retrouver ce chemin de sagesse et prendre soin de cette terre sacrée véritablement. Voilà ce que je peux dire en introduction. Merci. Merci. Peut-être, moi, je voudrais ajouter, je suis très d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les deux,
peut-être ajouter que même dans le titre, c'était même pas une conférence, un débat, des questions sur le chamanisme contemporain qu'on voulait amener, c'était de se dire qu'est-ce qui peut vous apporter aujourd'hui, ce chamanisme. Et donc partir très rapidement après de vos questions, qu'est-ce que ça peut apporter aux humains d'aujourd'hui? Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il faut faire un musée du chamanisme, et comme quelque chose qui est mort et qui n'existe plus. Mais en même temps, moi, je crois que le chamanisme a toujours existé sous des formes très différentes. Il n'existe pas un chamanisme traditionnel qui aurait été fantastique et qui se serait perdu. Il y a toujours eu des gens qui ont adapté leur travail, leur relation à l'invisible, au sensible, au rite de passage, à tout ce qu'on veut, et qui ont adapté ça avec les humains qui étaient en face d'eux et avec les besoins de ces humains-là. Et donc, le chamanisme, par nécessité, s'ajuste en permanence pour rester vivant. Et on va voir ensemble avec vos questions quel sens ça peut avoir pour vous aujourd'hui. Du coup, peut-être, voilà, on peut ouvrir le débat. La personne qui veut parler pourra décrocher son micro et puis poser une première question, si vous voulez. On t'écoute, Monique. Batterie charge normale. Connecté à Galaxy A50. Ah, la technologie, c'est merveilleux. Est-ce C'est bien que si vous c'est avez des une... questions parce que sinon on va faire des monologues, on est des spécialistes, donc c'est bien si vous avez des questions. Non, mais peut-être qu'on peut le faire par chat. C'est peut-être plus facile de faire les questions par chat. Et du coup, ça met moins de pagaille dans les micros, non? Très bien, s'il y a une question par chat, moi j'aurais du mal à les lire, je suis sur téléphone, mais peut-être Alors, Oudouma. je viens de regarder, hein, justement, c'est pour ça, je voulais voir s'il y avait eu des questions. Pour l'instant, il y a juste il y a plusieurs commentaires, mais il y a 2 personnes qui disent qu'elles n'ont pas le son, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord, ça va venir alors. Si vous êtes venu ce soir à la proposition de cette réunion, c'est que quelque part le chamanisme, ça vibre en vous, parce que déjà vous participez, parce que vous avez déjà pratiqué, ou parce qu'il y a un questionnement, il y a des intérêts. Et c'est intéressant qu'on parte de vos questionnements, de vos intérêts, de votre vie quotidienne, de votre démarche spirituelle, de vos questions, de ce que vous avez déjà vécu comme difficulté ou comme ce que ça vous a apporté, ou pour aller un petit peu plus loin, ou dans votre vie quotidienne, ou dans ce moment particulier hein, du confinement et de tout ça, à tout moment. J'ai une question, Eric. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. C'est Justine. Je ne sais pas si j'ai mis mon prénom sur le. Ok. C'est pas grave. Moi, j'avais l'habitude de faire des voyages, mais j'ai vachement de mal à percevoir les messages, à comprendre, à aller trouver les réponses en moi. Voyage. Bien. C'était ma question. Alors, une des règles qu'on Comment doit améliorer c'est que les questions seront posées aux trois, puis comme ça, on répondra rapidement chacun des chamans, parce qu'on a une vision un petit peu différente, complémentaire, enrichissante. Ça fait comme si elle m'était adressée, donc je vais peut-être commencer. C'est super si tu fais déjà des voyages avec le tambour d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, faire le voyage suffit peut-être pas. Moi, je me rappelle de Arti Fire Lamdir qui nous racontait qu'il avait accompagné quelqu'un qui était parti faire une quête de vision, et la personne était revenue de sa quête de vision en pleurant. Et puis, Arti lui demande qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas eu de vision? Si, j'ai femme bison blanc. Donc, c'était un honneur, femme bison blanc qui était venue lui parler. Arti lui dit c'est merveilleux. Il dit oui, mais le problème, c'est qu'elle a parlé en Lakota, je ne parlais pas à Lakota. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre le Lakota, pas du tout. Mais il s'agit, faire le voyage est une chose. Si on a la chance d'avoir un message, c'est aussi une chose. Mais pouvoir l'interpréter soi-même, c'est comme le travail sur les rêves. C'est très dur de le faire soi-même. Donc, c'est toujours intéressant, au moins au début, ce que j'appelle le début, moi, c'est les 10 premières années, d'être accompagné, comme avec un guide en montagne, d'être accompagné à un moment avec quelqu'un qui nous évitera certains pièges, qui nous donnera des endroits à aller explorer un peu plus précisément, qui donnera un peu de recul de sa place. Donc, c'est super que tu aies voyage, c'est super que si tu as déjà des messages. Après, il y en a certains que tu peux faire toute seule, bien sûr,
Mais des fois, c'est intéressant d'être accompagné pendant le voyage ou après pour refaire quelque chose de ce que tu as vécu. Puisque l'objectif est effectivement que ce voyage et ce message te permettent d'en tirer un bénéfice dans ta vie. Oui. Je ne sais pas ce que vous voulez en dire, Moudouma et Sophia. Moi, je voulais juste ajouter que notre compréhension, et je vais employer le mot mental, même si j'aime pas beaucoup parce que les définitions sont assez hasardeuses de cette chose-là, mais en tout cas, il y a une partie de nous qui est très, très friande de messages. Et en fait, quand effectivement, et je comprends très bien, on est tous comme ça, hein, je veux dire, je dis vraiment en m'associant, en disant, il y a une partie de nous qui est très friande de messages à recevoir, des esprits, etc. Et par contre, qui est beaucoup moins attentive à toute la question des ressentis. C'est-à-dire des ressentis physiques de ce qui se passe dans le voyage. Et voilà. Une clé, par exemple, c'est qu'il peut y avoir des moments où on voit des choses intéressantes ou qui nous plaisent ou je ne sais pas quoi. Et paradoxalement, notre ressenti est pas très positif, voire même assez négatif. Et en fait, une clé très importante, c'est qu'on ne peut pas comprendre un message si on ne l'associe pas au ressenti qui se passe à ce moment-là. Par exemple, pour les visions. Si on a une vision, mais l'interprétation de la vision va être très différente en fonction du ressenti qui se passe. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, et justement, c'est l'enjeu de l'accompagnement, et je souscris à 110% à ce que dit mon frère Eric sur le fait qu'au moins pour les 10 premières années de travail en chamanisme, c'est important d'être accompagné, justement pour apprendre à lire justement les signes des esprits à travers plusieurs grilles, et je donne l'exemple du ressenti, mais il y en a d'autres, pour justement, parce que ce qui est l'enjeu du chamanisme, c'est bien sûr de ressentir ou d'avoir des messages, mais une fois qu'on a les messages, on fait quoi, hein? Et c'est là où, entre guillemets, l'histoire commence. C'est-à-dire comment, en fait, ce que je vis dans un voyage chamanique, etc., comment je l'intègre, comment je l'articule avec tout simplement ce que je vis dans ma vie, avec ce que je crois, avec ce que j'ai compris, etc. Et c'est tout ce jeu d'intégration qu'il est important de partager avec un accompagnant pour justement pouvoir solidement élaborer ce qui va nous aider vraiment dans notre vie et pas ce qui va nous égarer. Voilà. Merci Moudouma d'avoir parlé des ressentis, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'invite vraiment les personnes à porter l'attention. Je ne sais pas ce que tu mets, j'ai oublié ton prénom. Julie. Comment ? Justine. Donc, derrière message, souvent les gens, quand ils font des voyages, ils disent ah, il ne s'est rien passé s'ils n'ont pas eu de vision, justement. Mais à travers les ressentis et à travers nos différents sens, les esprits viennent nous parler aussi, viennent communiquer avec nous. Et après, il y a l'importance de comprendre qu'on a nos filtres et qu'on appelle effectivement mental ou pas, notre partie plus rationnelle va venir peut-être interpréter les messages avec nos propres filtres, d'où l'importance, et là je rejoins mes frères, de quelqu'un d'extérieur plus expérimenté et qui pourra être plus neutre aussi, qui pourra venir compléter une compréhension et nous amener des indicateurs. Au-delà de ça, moi, ce que je recommande toujours aussi, c'est, quel que soit le message que j'ai pu recevoir, l'interprétation que j'ai pu en donner, c'est de faire en sorte d'avoir des confirmations.
parce que le filtre mental, encore une fois, ou de mes désirs, peuvent entraîner une interprétation de cette expérience. Et peut-être que dans le voyage, la première étape fondamentale, c'est effectivement l'expérience. Et vers quoi elle va m'amener pour que dans ma vie personnelle, je puisse avancer, puisque notre thématique, elle était effectivement pas simplement le chamanisme contemporain, mais comment ça peut être utile dans ma vie quotidienne. Et donc, du coup, j'ajouterais aussi un point, c'est que si je veux une réponse, entre guillemets, claire des esprits, eh ben, peut-être qu'il faut que je commence par poser une question claire aussi. Si je fais un voyage pour faire un voyage, sans vraiment un but, bah, c'est un peu comme si je partais me promener en montagne ou en forêt et je ne sais pas où je vais. Bah, donc, il peut se passer toutes sortes de choses. Et si je n'ai pas véritablement un but, comment je vais ramener ça dans mon vécu et qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, pour moi, cette question d'avoir un objectif est fondamentale et d'attacher son attention au ressenti aussi, effectivement. Je rejoindrai beaucoup ces points-là. Oui. Je crois qu'il y a des questions qui sont passées sur le chat. J'ai vu passer, mais je ne sais pas. Oui. Tu peux nous aider Alors, on a tous plus ou moins… Alors, excusez-moi, je ne les prends pas forcément dans l'ordre où elles sont arrivées. J'en ai une devant les yeux, là. On a tous plus ou moins entendu parler du chamanisme traditionnel à travers les films ou vidéos, mais que serait votre chamanisme moderne? Et c'est quoi le voyage? Alors, je suppose que la personne parle du voyage chamanique. Oui. OK. Qui veut? Allez, vas-y, Eric. Allez, un petit mot sur le chamanisme contemporain, puisque nous, on fait le choix entre nous, souvent de l'appeler contemporain. Il y a le chamanisme traditionnel, effectivement, qu'on connaît dans les films et dans les musées, et si tu as rencontré des chamans traditionnels, et c'est très bien. Et puis, il y a eu une deuxième vague qui est arrivée dans les années 70 avec Castaneda, avec des gens comme ça, avec Michael Harner, qui est très bien aussi. Et puis peut-être, c'est notre choix, d'imaginer qu'il y a une troisième voie qui arrive maintenant, qui va mettre l'accent sur plusieurs choses particulières. On arrive maintenant, nous, et on arrive à faire peut-être il y a cette exigence, cette nécessité de faire le lien entre, ça a déjà été dit, entre les chamanistes traditionnels qui sont dans un cadre, dans une culture particulière, qui s'adresse à une tribu particulière, et quelque chose d'un peu plus global, qui parle de toute la Terre, toute l'humanité peut-être, et qui est plus simplement un chamanisme d'une tradition, d'une culture, d'une tribu, et donc il y a des valeurs humanistes qui vont sûrement apparaître. Et puis également un chamanisme qui va prendre en compte les traditions, mais également la science moderne, la psychologie, les neurosciences. C'est toujours s'ajuster avec tout ce qui marche. Je sais qu'il y a d'autres choses que je vais peut-être laisser à Moudouma, je le sens. Tu voulais dire d'autres choses sur l'éthique ou des choses comme ça dont on aime parler? Oui. Bon, oui, ce qui effectivement, ce qu'on ajoute à tout, le chamanisme est une immense, voilà, c'est quoi le chamanisme? C'est se connecter au grand livre de la nature. Le grand livre de la nature, c'est un livre de connaissances sans fin. Et le grand livre de la nature, ça parle de la terre-mère, ça parle évidemment des animaux, des plantes, des rochers, ça parle aussi de tous les êtres, de tous les esprits non incarnés. Et tout ce grand livre, voilà, le chamanisme, c'est cette connexion-là, à la base. Après, effectivement, c'est venu dans les traditions se colorer avec un terroir, une situation donnée. Les Pygmées, ils étaient dans la forêt, donc c'est une situation particulière, etc. Donc, ça a créé une relation particulière aux arbres. Pour d'autres traditions, c'est avec le désert. Pour d'autres traditions, c'est avec la mer. Par exemple, petite anecdote, chez les Celtes, il n'y a pas 4 éléments, il y en a 5. Et quel est le 5e élément? C'est la brume, évidemment. Mais il faut être breton ou irlandais pour parler de la brume comme
5e élément. Voilà. Et donc, le chamanisme. Et maintenant, aujourd'hui, il y a les villes qui sont des sortes de lieux qui sont un peu en dehors de la nature, voire beaucoup. Et donc, en fait, le chamanisme contemporain vient en fait prendre l'essence de ce qui est la relation avec les esprits, dans un immense respect pour tout ce que nos anciens ont fait dans les traditions pour nous enseigner. Et l'enseignement principal, qui est l'enseignement fondamental, c'est de ne cesser de se couper avec la nature. C'est de cesser de se couper avec la nature, que ce soit la nature humaine ou la nature tout court. De cesser de se couper avec l'humanité, notre humanisation. Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui de chaman contemporain. C'est de lutter contre tout ce qui nous déshumanise. Et ce qui nous déshumanise, c'est aussi de maltraiter la nature, mais c'est aussi de maltraiter les humains. Et donc, en luttant contre cette déshumanisation, en fait, on comprend que la valeur cardinale de notre approche du chamanisme contemporain, justement, c'est de mettre l'éthique au-dessus de tout. Et justement, de dire que l'éthique est même au-dessus, pour reprendre ce que disait Justine, des messages des esprits. C'est-à-dire, si je reçois un message des esprits qui n'est pas éthique, je ne le ferai pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est forcément une évidence. Voilà. Donc, c'est de mettre l'éthique au-dessus des messages des esprits, et c'est aussi de mettre l'éthique dans la dimension justement contemporaine de notre monde, qui est un monde en danger. La planète est en danger. Et ça veut dire aussi que notre chamanisme prend aussi, et on l'assume, une connotation un peu politique, c'est-à-dire d'oser dire aujourd'hui, il faut remettre le sacré au centre de nos vies, au centre de la société, et donc pour sauver la planète. Et donc parler d'écologie sacrée, pour nous, ça a du sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est le dernier module de notre formation en e-learning que nous proposons actuellement, qui parle justement d'écologie sacrée. On commence par l'éthique du chamanisme, c'est-à-dire ce qui est pour nous quelque chose d'individuel, et on finit par l'écologie sacrée, qui est cette défense globale de la planète. J'ai parlé. Et c'était le thème de notre Odyssée 2020 qui n'a pas pu se faire en live. Et ô combien elle était d'actualité de poser cette intention et cette thématique. Je vois dans les commentaires, il y a plusieurs fois le mot chamanisme moderne. Et c'est vrai que je voulais juste relever ça parce que pour nous, véritablement, le terme de contemporain correspond beaucoup plus au sens que l'on veut donner. Et moi, je parle aussi d'un chamanisme universel qui rejoint ce qu'a dit mon frère Eric, c'est-à-dire que c'est toutes ces notions de ces connaissances traditionnelles et des connaissances et des outils auxquels on peut avoir accès aujourd'hui dans ce monde contemporain dans lequel on vit, qui pour moi n'est pas forcément moderne parce que sur plein de points, y compris ou peut-être à commencer sur le plan relationnel, il est plus qu'archaïque. Et là, je le dis dans un sens non pas très positif. Et cette façon de vivre le chamanisme aujourd'hui, il est relationné à ce qui se passe dans le vivant, ce qui se passe dans notre quotidien. Et dans les peuples traditionnels, le chaman, il a une fonction particulière. Il joue un rôle dans cette place qu'il occupe et dans cet univers particulier où c'était des peuples, même si pour certains ils étaient nomades, étaient amenés à se déplacer sur des distances relativement brèves, alors qu'aujourd'hui on peut voyager à l'autre bout de la planète facilement. Mais comment on se relationne avec l'espace-temps, justement, et avec ce monde dans lequel nous vivons et comment on peut revenir effectivement dans cette dimension du sacré
tout en continuant à accueillir l'évolution de notre humanité, parce que c'est fondamental. Mais comment le chamanisme peut justement nous aider à intégrer pleinement dans nos cellules, dans nos relations avec tout le monde du vivant, et je dis bien tout le monde du vivant, c'est-à-dire tous les règnes, comment on peut intégrer ça dans notre mode de vie et pas être tourné uniquement vers le côté modernisme, justement, industriel et développement de ce monde d'aujourd'hui. Voilà, pour faire court. Alors moi, j'ai vu passer des questions et j'ai vu juste passer les questions autour du voyage parce que c'était tellement évident pour nous. On n'a pas précisé ce qu'était un voyage, donc peut-être je vais aussi en dire un mot. Vas-y. Ça fait ce lien avec ce qu'on va appeler le voyage chamanique. Ce n'est pas qu'un voyage physique, ce n'est souvent pas un voyage physique. Ce sera un voyage dans des états modifiés de conscience qui nous donnent accès dans une transe. Il y a un lien entre le voyage et la transe, à un état différent, avec cette idée que dans l'état où je vous parle, là en ce moment, j'ai une perception de la réalité. Mais dès que je suis dans un état différent, j'ai une perception de la réalité différente et je peux interagir de façon différente. On connaît ça avec l'hypnose, par exemple, en Occident. Et cette chose-là peut agir. Et donc, le chaman, c'est ce spécialiste d'entrer dans des états particuliers et il peut avoir une sorte de carte qu'on peut dire peut-être mentale ou inconsciente, mais dans le vécu, c'est une carte extérieure dans laquelle le chaman peut voyager et rencontrer des êtres et apprendre des choses et interagir avec le monde. Et bizarrement, quand on revient, ça a des conséquences sur ce monde-ci. Donc, c'est juste une perception différente du monde, une façon d'entrer différemment dans une conscience différente et donc d'avoir des liens différents avec le monde de plein de façons. Comme si on se cantonnait d'habitude à un état de conscience normal dans lequel la science fonctionne très bien et c'est très bien ainsi, mais il y a d'autres états, l'état amoureux, l'état de sommeil, l'état de transe, l'état hypnotique et donc des états de transe chamanique qui nous permettent d'interagir différemment avec le monde et avec les forces, les énergies, les esprits de ces mondes-là. Je ne sais pas ce que vous voulez en dire. Juste pour aller, pas beaucoup, juste pour rajouter cette notion de transe qui peut être aussi un petit peu étrange, c'est pour suivre un peu ce que dit Eric, c'est un peu la notion de changer d'étage dans un immeuble. On vit dans un étage et tout d'un coup, si on change d'étage, ben, il se passe autre chose. Bizarrement, il y a des appartements différents, il y a des gens différents, bref. Et donc, l'idée de la transe, c'est de changer d'étage. Et du coup, d'être dans un autre univers qui est à la fois semblable, mais en même temps très différent. Et c'est ça, le voyage chamanique, c'est l'idée de changer d'étage de perception à l'intérieur de soi-même. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que mon frère Eric a bien résumé les choses. Oui, moi, pour le formuler autrement, je dirais aussi changer de niveau vibratoire. Parce que si je suis dans un certain niveau vibratoire qui me connecte à une densité corporelle, je vais contacter ce qui est dans cette densité corporelle de la matière. Si je change d'état vibratoire, je vais pouvoir contacter des espaces plus subtils. Ça rejoint cette idée de changer d'étage. Voilà, c'est différentes images pour essayer d'illustrer que les personnes puissent comprendre un petit peu plus de quoi on parle. Alors, je vous lis une question que j'ai devant les yeux. L'actualité, la vie professionnelle et perso prennent parfois le dessus sur nos états émotionnels et il m'est difficile de me connecter au monde des esprits. Le mental prend le dessus. Comment se reconnecter, lâcher prise, se centrer sur les ressentis au quotidien dans la vie de tous les jours, je veux dire la vie matérielle quotidienne. Merci de votre réponse. Alors, moi, j'ai envie de réagir comme ça, là, comme ça, en disant, justement, un des pièges, c'est de penser qu'il y a une vie matérielle d'un côté et une vie spirituelle de l'autre. Voilà. Et je pense que, justement, un des enjeux, c'est d'arriver à nous persuader, et je dis nous parce qu'on est tous concernés par cette affaire, aucun de nous n'est sorti d'affaire, c'est d'arriver à nous persuader que chaque moment est sacré. Même le moment où je suis dans mon entreprise, même le moment où je suis dans ma voiture, voilà. Chaque moment est un moment sacré. Et donc, il n'y a pas de moment
d'une certaine manière, se justifierait le fait que on pourrait se dire bon, allez, là, je suis dans des moments profanes, allez, j'attends que ça se passe, et puis allez, maintenant je souffle dans un moment sacré. Le but, c'est d'arriver à mettre du sacré dans toute notre vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'évidemment, quand on a une réunion de service et qu'on se fait engueuler par son chef, le sacré, on a du mal à le percevoir à ce moment-là. Bon, ok. Mais en fait, on se rend compte que en dehors de ces moments-là, sur lesquels je n'ai pas trop de conseils à donner, en tout cas généralistes, on a quand même plein de possibilités, même dans son entreprise, même dans son bureau, même voilà, de se mettre en contact avec le sacré. Rien que de mettre éventuellement une petite pierre contre soi, rien que le fait de mettre, si on a un bureau, un tout petit quelque chose qui peut ressembler à un petit hôtel, rien que le fait de se dire, de temps en temps faire une petite pause et si ce n'est pas possible dans son bureau, d'aller aux toilettes et puis de ouvrir de nouveau l'espace du sacré, c'est en fait de se dire que tous les moments sont sacrés. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui souffle parce que notre âme a conscience de cette permanence du sacré. Et à chaque fois que nous l'oublions, souvent pour ce que nous croyons être de bonnes raisons, eh ben, notre âme souffre. J'ai parlé. Sophia, tu veux ajouter quelque chose? J'avais envie de dire que la première chose qui est sacrée, c'est la respiration, c'est le souffle. Et que s'il s'arrête, ce souffle, si elle s'arrête, cette respiration, eh bien, on ne vit plus. Alors, quand je t'entendais, Moudouma, je me disais, oui, à tout instant, quel que soit ce qui se passe autour de moi, je peux à un moment donné m'arrêter et prendre un temps pour revenir à ma respiration, écouter ma respiration et sentir le vivant qui me traverse. Et y compris si je suis dans un métro, y compris si je suis dans un lieu de travail où c'est difficile, dans un supermarché, pour entendre cette vie qui me traverse. Et effectivement, là, je te rejoins complètement, cesser de faire ces clivages entre… Alors, il y a ma vie quotidienne et puis il y a les moments sacrés, les moments spirituels. Souvent, je dis aux gens, c'est pas une parenthèse ce qu'on est en train de partager parce que sinon, ça nourrit l'ego et c'est tout. Ce qui compte, c'est comment tout ce qu'on fait dans nos pratiques quand on est ensemble dans ces cercles sacrés, dans ces cérémonies, eh bien, comment ça va venir alimenter, comment ça va nourrir. Là, je lisais, il y avait une question sur les états émotionnels, comment je peux rebondir grâce à ces connexions et à cette conscience que tout est sacré et que je suis vivant dans cette dimension-là. Voilà, peut-être avec les questions que j'entends, je me réinterroge sur ce webinaire, sur cette idée qu'on a eue de partager avec vous, que je trouve intéressante et en même temps forcément limitée et frustrante, puisque il ne s'agit pas de faire croire qu'aujourd'hui, on va vous donner la réponse pour que dans le quotidien, tout aille bien. On a la chance d'être dans des voies qui sont des voies spirituelles et incarnées. Donc, c'est bien, on n'est pas obligé de renoncer et d'aller vivre en ermite dans la forêt ou dans la montagne. On peut vivre notre vie et qu'elle soit riche de spiritualité. C'est peut-être ce qu'on appelle parfois entre nous aussi réenchanter le monde. Ça veut dire que le monde est ce qu'il est, mais on peut le regarder avec un regard enchanté. Et donc, c'est un chemin. Et comme tous les chemins, que ce soit le yoga, que ce soit autre chose comme ça, tu vas progresser petit à petit et tu vas pouvoir sentir qu'avec ta pratique, dans la durée, les choses changent. Un petit peu plus de recul, on a dit, avec les émotions, un petit peu plus de recul sur les événements du quotidien, avoir même une difficulté comme une étape qui me permet d'avancer. Pour cela, on est aussi sur des voies qui sont initiatiques. Et donc, l'initiation, c'est bien une sorte de basculement d'un avant, d'un après. Où avant, je voyais le monde d'une seule façon, et puis d'un seul coup, j'ai vécu quelque chose de tellement fort. Peut-être qu'il y a un lien avec ce qui s'appelle ailleurs éveil, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vécu quelque chose de tellement fort dans une initiation que tout le reste de ma vie, même si je n'y suis pas, va rester coloré. Et pour ça, le chamanisme, c'est là qu'il est intéressant. Il a des tas d'outils très concrets, très pratiques. Certains peuvent se faire comme ça en vidéo. On en a donné aussi un paquet dans cette formation là de 100 jours de connexion.
mais on peut en imaginer quelques-uns. On vient de parler du souffle, on vient de parler de tout ça. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est une voie. Et il n'y a pas que le chemin, il n'y a pas que le but qui est intéressant. C'est pas, ça y est, je suis arrivé au bout de mon chemin et je suis connecté et je suis toujours dans la vie sacrée. C'est qu'il y a des allers-retours et c'est de plus en plus riche. Et chaque étape, et chaque difficulté, et chaque beau moment fait partie du chemin et vient donner une couleur particulière à ce chemin. Alors la vie tout entière, est dans les interactions, prend une autre couleur. Et là, ça s'appelle une voie simplement. Que ce soit le chamanisme ou une autre, ça s'appelle une voie. Juste pour rebondir sur quelque chose que disait Sophia et à laquelle j'adhère complètement. Parfois, dans les stages, les personnes à la fin du stage disent « Bon, allez, maintenant, retour à la réalité ». Oui, c'est pas faux, il y a retour à une certaine réalité. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la richesse de ce qui se passe quand on vit intensément, et dans les stages, on vit intensément, et ben, c'est ça la vraie vie. Et ce qu'on appelle la réalité, c'est en fait une contrefaçon du réel. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire, j'aime pas trop le « on » parce que c'est un peu risqué, mais enfin bref, il est essayé de nous faire croire que le réel, c'est de vivre une vie terne, morne, avec des relations difficiles, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je dis simplement que la vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle est dans cette pétillance, dans cette joie, et c'est ça qui est juste voilà, et c'est ça la vraie vie. Et donc, c'est important de se rappeler que la vraie vie, c'est ça, et que ailleurs, eh ben, c'est cette vie qu'on a tous pour ambition de transformer pour que tous les moments deviennent la vraie vie. J'aime beaucoup dans ce que tu appelles la vraie vie. Ça me fait penser, si je relis ça aux états modifiés de conscience, je ne sais plus qui, malheureusement, évoquait le fait que ce que l'on vit la plupart du temps est aussi une transe. Mais c'est une transe un peu endormie. C'est une transe que Oui. certains appelaient médiatico-consumériste. J'aime beaucoup cette idée parce que si on passe le temps à courir au supermarché et à regarder la télé, je suis dans une transe. Mais cette transe ne m'intéresse pas trop. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va appeler transe chamanique, c'est juste d'être plus présent, c'est juste d'être plus vivant, d'être plus connecté avec tout ce qui est vivant. Et là, peut-être ce soir, on est là juste pour témoigner que, waouh, il y en a quelques-uns qui ont trouvé un chemin depuis des milliers d'années, et ceux qui, comme nous, ce soir et d'autres ailleurs, disent, ce chemin est encore vivant, ce chemin existe, vous pouvez marcher avec nous. On a des passages, on a des promenades à vous proposer, là, on a des trucs. Oui, c'est ça, j'avais envie de rebondir pour dire, effectivement, moi j'ai l'impression que j'ai commencé à vivre véritablement quand j'ai ouvert ces portes-là, quand j'ai retrouvé ce chemin de cette conscience, de cette dimension du sacré et de ces voies. Alors oui, c'est véritablement une voie, et merci Eric d'avoir rappelé que on ne va pas donner des recettes là en un quart d'heure, une demi-heure ou même une heure. Alors voilà, si vous arrive ça dans votre vie, il faut faire ça. Et c'est pas ça la voie chamanique. C'est vraiment un chemin d'évolution et un chemin d'apprentissage. Et en même temps, c'est un chemin de l'instant. C'est un chemin de la présence à ce qui est et qui fait qu'après, on se relationne autrement. Redis cette expression, j'adore ça, cette transe, comment tu as dit ? Médiatico-consumériste. Médiatico-consumériste. Alors ça, je vais me la… Je pense que du coup, en ville, il y en a beaucoup qui sont dans ça. Je dis en ville parce que c'est sûrement plus facile en ville d'être pris dans ces… Contrefaçons du réel. C'est ce que j'appelle les contrefaçons du réel. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire que le bonheur, c'est de consommer. Donc là, on est vraiment dans une contrefaçon du réel, c'est-à-dire à l'envers de la réalité. Alors, tu as évoqué la politique du chamanisme contemporain. Il ne s'agit effectivement pas du tout d'une politique au sens politique des partis, mais effectivement, c'est un acte incroyablement politique de pouvoir se dire qu'on est responsable de notre vie et qu'on peut en faire autre chose. Et que cette autre chose peut être pleine de magie et de vie et d'interrelations. Ah oui, ça c'est politique de savoir qu'on peut cheminer comme ça et être responsable et avancer. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de consommer davantage. Et ça, c'est un message très politique.
Et je dirais que c'est aussi une posture de responsabilisation parce que de savoir que mes attitudes, mes pensées, ma relation à ce qui m'entoure a un impact bien plus loin que juste mes proches. Donc, Oui. c'est une vision qui permet d'ouvrir l'espace et de se libérer non seulement de la consommation, mais de l'égocentrisme dans lequel notre monde est beaucoup tourné. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Sophia, parce que ça fait écho à une remarque que j'avais vue passer comme ça dans le chat, qui disait, mais vous parlez de la nature, mais est-ce qu'il ne faut pas parler également de la nature humaine? Et effectivement, on en avait un petit peu parlé, mais justement, le chamanisme vient faire le pont entre nos fonctionnements humains les plus intimes et où justement le but est de nous libérer de toutes les croyances, de toutes les chaînes, de tous les conditionnements médiatico-consuméristes et d'autres, de tous les conditionnements. Et donc là, on est vraiment dans la nature humaine intime et le chamanisme vient là jusqu'à défendre la planète contre les comportements prédateurs des grandes entreprises, etc. Donc, effectivement, cette notion d'écologie sacrée, elle vient de l'intime. Mon frère Eric parlait même jusqu'à l'ADN. Elle vient de l'intime jusqu'à l'ADN, jusqu'au plus grand, la planète et même au-delà de la planète. Au-delà, oui. Ça rejoint ce que tu as dit aussi, Sophia, sur tu l'as évoqué, le Metako Yacine des Sioux-Lakota, mais de ces cercles concentriques que chacune de nos actions, comme on est tous reliés, comme on est tous ensemble, chacune de nos actions a des répercussions un peu partout. Moudouma, tu as bien été attentif tout à l'heure à dire, bon, je vais essayer de pas utiliser le on nous met là-dedans, mais il y a besoin de personne, hein, on se raconte des histoires tout seul, on s'enferme tout seul, il y a besoin de personne. C'est aussi ça, prendre sa responsabilité. Et sur la voie du chamanisme, avec les initiations, on va arrêter de montrer du doigt. Non, non, je vais travailler tout seul de mon côté. Je vais apprendre des choses, je vais me regarder différemment, je vais me traquer, je vais m'observer, je vais observer mes pensées, mes croyances. Et puis, je vais les confronter au réel dans plein de niveaux, pour voir ce qui se passe dans plein de niveaux. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense qu'on a globalement répondu à ce qui est mis là dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui… Oui, s'il y a encore une ou deux questions, on va les prendre. Et puis sinon, c'est pas grave, hein, on peut faire des formats courts comme ça. Moi, j'aime bien aussi. Oh, Voilà. complètement. Rappelez que on a prévu pour l'instant trois petits moments comme ça, partagés. Et puis que ceux qui veulent aller plus loin, il y a d'autres propositions. Mais déjà, vous aurez d'autres chamans la prochaine fois. Je ne sais plus la date. Il y aura… Et ça sera mis sur YouTube. Hein. Voilà, il y en a qui ont une mauvaise communication, nous disent-ils, qui ont du mal à écouter. Oui. On est désolé. On va faire télépathie. C'est ça. Ah. Paulin, tu veux dire quelque chose? Ah, non, il y a quelqu'un qui s'exprime. Ah oui, sur la hutte de sudation, il y a une question. La transformation animale lors de la hutte de sudation. Comme je ne comprends pas ce que veut dire la personne avec transformation animale. Eric qui a la réponse. Il sait ce que ça veut dire, lui. Alors, je ne sais pas s'il y a transformation animale lors de la hutte de sudation, mais ce que tu évoques là me fait penser à, j'imagine, on a déjà évoqué les voyages dans différents niveaux. Moudouma nous a parlé des étages de la maison. Si on garde cette image, il y a le monde du bas. Et dans le monde du bas, qu'on peut vivre dans la hutte ou dans d'autres trans, il y a des alliances possibles avec des esprits, des énergies, des archétypes qui nous dépassent, qu'on peut qualifier d'animal dans ce sens qu'ils ont quelque chose de sauvage, mais sauvage pas au sens des sauvageons, de sauvage au sens de l'anglais, de wild, de puissant, de naturel, d'énergie. Si on est en Inde, on va parler des énergies des premiers chakras qui sont pas loin de l'énergie sexuelle, de la bioénergie. Et voilà le lieu de la transformation animale, de ce recontact. En ce moment, il y a une mode de l'animal totem. Voilà, je joue du tambour, je visualise l'animal totem. C'est sympa, c'est intéressant, c'est une visualisation. Ça ne fait pas de mal, c'est une visualisation. Mais ce n'est pas pareil que d'avoir créé une alliance, d'avoir senti, d'avoir été transporté par ces énergies, d'avoir créé un lien particulier avec un animal. Alors, dans cet état,
où le chaman est, ou une personne qui n'est pas chaman peut le vivre, hein, comme Corinne Sombrin l'a bien raconté, elle l'a vécu une fois. Bon, c'est pas parce qu'on vit ça une fois ou 10 fois qu'on est chaman, mais elle a vécu une belle transformation en nous. Ça veut dire qu'elle a été dans cet état particulier. Il y a je ne sais plus trop ce qui est moi, ce qui est l'autre. Alors je peux vivre quelque chose de très fort, de cette connexion, de cette reliance avec cette force animale. Et si ça revient régulièrement, oui, je ne sais plus ce qui est Eric, je ne sais plus ce qui est pour mon cas Sun Fox, et je peux vivre quelque chose de ces puissances-là et créer une alliance avec ce niveau-là d'énergie qui est merveilleusement puissant et qui peut agir dans ma vie et dans la relation avec tous les autres aussi. Alors, dans ce que tu évoques là, pour moi, ce n'est pas particulier à la hutte à sudation. C'est effectivement ce changement d'état de conscience qui peut se produire dans une transe, dans un voyage, comme on l'a évoqué. C'est pour ça que je ne comprenais pas le lien. Ah, quand on reste seul avec un tel vécu, pas évident de l'intégrer. Tu poses la question de l'intégration, en fait, de ce qu'on peut vivre dans les trans. Et c'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on vit une transe, l'enjeu, il y a d'une part ce qu'on a vécu tout de suite, après, ce qu'on vit, mais après, c'est comment on l'intègre. Et c'est là où justement, c'est important de se faire accompagner d'une manière ou d'une autre dans l'intégration, soit avec un chaman, soit ça peut être aussi avec d'autres thérapeutes. Hein, c'est pas, personne n'a le monopole des bonnes thérapies. Mais oui, tu as absolument raison de mentionner ça parce que la question de l'intégration est fondamentale et la question de l'accompagnement. Le but du chamanisme n'est pas de faire n'est pas de vivre des expériences et puis après et puis ça s'arrête là. Non, le but du chamanisme est de se mettre sur un chemin d'évolution qui se fait par l'intégration justement d'expériences qui construisent du sens pour nous et c'est ce sens qu'on va suivre sur notre chemin. Et donc cette construction du sens, elle est fondamentale. Et l'expérience en tant que telle, parfois, est évidente sur la construction du sens, mais parfois, il faut aussi se méfier justement des évidences. Parce que justement, un des éléments très importants de ce qui se passe dans la dimension de la transe, c'est la dimension symbolique. C'est-à-dire que c'est très important de faire la différence entre quelque chose qui se passe au plan symbolique et quelque chose qui se passe au plan réel. Si par exemple dans une transe, je ne sais pas quoi, je vais être mangé, ça arrive, on se sent tout d'un coup dévoré, ou au contraire, on se met soi-même à dévorer, ça ne veut pas dire ni qu'on est cannibale, ni que, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la dimension symbolique de la transe est très importante et du coup, l'interprétation de la dimension symbolique demande beaucoup d'expérience. Et c'est tout le sens, justement, qu'on disait sur les 10 ans d'accompagnement, de se faire accompagner par un chaman, parce qu'il faut beaucoup d'expérience pour justement bien comprendre comment interpréter les trans et la dimension symbolique qui va avec. Donc, tu as parlé… juste rebondir, pardon, tu veux y aller, Eric? Vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Moudouma, de se faire accompagner par un chaman ou un autre thérapeute. Je pense que l'accompagnement d'un chaman et d'un thérapeute, c'est pas tout à fait la même chose. Et que si on reprend ce que tu viens d'évoquer, que ce soit dans une transe ou une hutte, quel que soit ce qu'on va vivre en tant qu'expérience chamanique, si elle est intense, tous ces processus d'interprétation, de compréhension symbolique et d'intégration, à mon sens, elles ne peuvent être accompagnées véritablement que par quelqu'un qui suit ce type de chemin-là. Qui a une compréhension des esprits, tu as raison. Un thérapeute, et je ne suis pas en train de dire qu'une thérapie n'est pas utile et n'est pas bien, loin de là, parce que je pense qu'effectivement, entre autres, entre le chamanisme traditionnel et le chamanisme contemporain, tu parlais d'éthique, moi j'avais envie de dire aussi travail sur soi, hein, parce que ça fait qu'on se relationne
aux autres dans un cadre éthique, parce qu'on a fait un travail sur soi. Et du coup, un thérapeute, psychothérapeute, on va dire, ou psychanalyste, il aura forcément une lecture avec ses filtres qui ne sont pas des lectures liées au chamanisme, puisque son approche sera différente. Donc voilà, je voulais juste ajouter ce point. C'est intéressant aussi, ça a été évoqué, si je fais le lien avec, dans le chamanisme contemporain, ce qui est peut-être un peu nouveau aussi, c'est qu'avant, on demandait au chaman de faire le boulot. On disait, il y a un problème, vas-y. Bon, il faisait sa transe, ça durait 2 heures, on attendait, on lui donnait un cheval et puis tout le monde était content. Maintenant, beaucoup de gens veulent avoir leur propre expérience chamanique. C'est intéressant. Hein. Il y en a même qui ont écrit des livres, c'est Réveiller le chaman qui est en vous. Pourquoi pas? C'est intéressant de réveiller. Jusqu'à une certaine limite, parce que c'est bien de redonner le pouvoir à chacun, c'est super. Peut-être qu'il y en a qui ont voulu garder le pouvoir, garder ce secret, et avec Internet, et c'est ce qu'on fait, les choses se diffusent, et tant mieux. Il y a un nouvel écueil. Avant, l'écueil, c'était on garde le pouvoir. L'écueil, maintenant, c'est tout le monde croit que tout le monde peut tout faire comme ça. Voilà, les esprits ont dit que j'étais un chaman, ou un chaman mongol a dit que j'étais un chaman, j'en suis un. Je vois bien que cette expérience m'a bouleversé, je vois bien que cette expérience je ne sais pas quoi en faire. Donc ça demande aussi beaucoup d'humilité sur le chemin. Parce que les expériences sont fortes et elles peuvent monter, monter, monter de plus en plus fortes. Donc, si on a le chamanisme contemporain, peut-être amène aussi cette notion d'humilité. Allons-y, plongeons dans la piscine. Mais jusqu'où quoi? Si je ne sais pas nager, je vérifie que j'ai des bouées ou qu'il y a un maître nageur pas loin et c'est pas plus mal. Là, on a Alors, une question philosophique. Sophia, là, il y a une salle de 3 questions qui sont arrivées là, hein, tu as vu? Oui, je disais, on a une question philosophique. L'homme est-il fondamentalement bon? Ce sujet revient très souvent dans des conversations, des sujets sociétaux et spirituels. J'ai remarqué que souvent les divergences de vision du monde, orientation politique, etc., naissent de différences, croire ou ne pas croire que l'homme est à l'origine bon. Qu'en pensez-vous? Alors moi, la première chose que je veux dire, ne confondons pas chaman et grand sage. Bon, je ne suis pas sûr que nous soyons des grands sages. Moudouma et Sophia, oui, mais moi, je vais te raconter n'importe quoi sur ce que l'homme est bon. Donc, est-ce que mon Bien avis est sûr. important? Quel est le pouvoir que tu me donnes là de te répondre? Est-ce que savoir si l'homme est bon? Par contre, on peut travailler chacun pour faire notre petit travail de colibri sur nous-mêmes et puis autour de nous, dans les cercles concentriques, notre famille, nos proches, notre tribu, les humains, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas, les animaux, les végétaux, voilà. Comment je vais faire ma part? Je ne sais pas s'il est par nature bon, c'est une question philosophique, mais je connais des chemins où on peut essayer de s'améliorer. Bon, je crois que tu as tout dit. À part que comme je suis beaucoup plus âgée que vous, effectivement, je suis très sage, mais je ne vais pas m'aventurer à répondre à cette question dont je ne détiens pas la réponse. J'essaie déjà de travailler sur moi et sur les gens qui m'entourent. Il y a vraiment cette dimension pragmatique hein, du chamanisme spiritualité incarnée, donc c'est pragmatique. Donc, est-ce qu'on est bon par nature? Je ne sais pas, mais chacun de nos actes a des répercussions. Chacune de nos pensées a des répercussions. C'est ça. Moi, il y a une chose en tout cas que je partage de ma vision et encore une fois, je me mets tout à fait dans les pattes de Sophia et Eric sur le fait que justement, nous n'avons aucune vocation à détenir la sagesse, même si on est sur le chemin comme nous tous, comme tous. Voilà. Donc, mais simplement, moi, ce que j'ai envie le petit élément que j'ai envie de dire, c'est que ce que je sens, c'est que quand quelque chose de mauvais vient à nous, c'est toujours qu'on lui a ouvert la porte. Et donc, cette notion d'ouvrir la porte fait que si on n'ouvre pas la porte, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, c'est clean. Voilà. Donc, bon,
bon, je me rends compte que je m'enfonce un peu dans ce sujet parce qu'il est, il est difficile et que surtout, il faudrait définir beaucoup de termes et dire beaucoup de choses. Mais en même temps, j'aime bien cette idée que l'être humain et je dis j'aime bien cette idée, hein, donc je ne l'assène pas comme une vérité. J'aime bien cette idée que l'être humain comme parcelle du divin, comme tout le reste, ce qui nous a été donné, et c'est ça que raconte l'histoire de la Genèse, ce qui nous a été donné, c'est justement la possibilité d'accueillir le bien ou le mal. Voilà. Ce qui nous a été donné, c'est ça. Et donc, ça veut dire d'avoir le choix d'accueillir le mal et donc la responsabilité d'accueillir le mal. Voilà. J'avais quand même envie de dire quelque chose. Je n'ai pas résisté. Mais toi, tu as une plume de perroquet devant le troisième œil, donc la sagesse vient. Voyons. Moi, il me vient une question. Sommes-nous des êtres divins qui tentons d'être des êtres humains ou des êtres humains qui tentons d'être des êtres divins? Merci. Je vais laisser chacun méditer sur ça. J'aime beaucoup que ce soit toi qui poses des questions, puis comme ça, chacun va repartir avec plus de questions qu'on a. Bon, peut-être qu'on peut, sauf s'il y a une dernière question, après on peut clore tranquillement. J'aime bien ce format un peu resserré. Il y a une grosse question. Comment êtes-vous devenu chaman? Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Ou comment avez-vous décidé d'être chaman? Est-ce qu'on décide d'être chaman? Et ben voilà, moi je vais répondre à la troisième question. Je n'ai pas décidé d'être chaman et je n'ai jamais imaginé être chaman. C'est qu'un jour, je me suis retrouvé forcé de l'être parce qu'un jour, j'ai entendu ma bouche proposer à quelqu'un de venir lui faire un soin alors que je n'avais jamais eu l'intention de le faire. Donc, s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas décidé, c'est d'être chaman. Voilà, j'ai parlé. Alors moi, j'ai une question pour toi, Moudouma. Par contre, pardon, juste pour finir, par contre, j'ai décidé d'accepter ce que m'avaient demandé les esprits. Alors j'ai une question pour toi, Moudouma, parce que en vrai, il me vient souvent Donc tu étais chez toi, tu faisais rien, tu regardais la télé, tu n'avais jamais rien fait de ta vie, et les esprits t'ont dit que tu pouvais faire ce soin et ça a été réglé, tu savais. Et c'est exactement ça. J'étais devant la télé en train de regarder un match de rugby. Non. Bien sûr qu'il y avait tout un chemin. Bien sûr que, en fait, ce qui s'est passé pour moi, et je sais que Sophia et Eric auront des choses qui seront un peu analogues. En fait, moi, j'ai eu besoin de me guérir, donc j'ai suivi 22 ans une art thérapeute plusieurs fois par semaine, etc., un vrai travail. Puis après, j'ai un peu découvert le chamanisme et c'est comme ça que c'est venu. Mais même en assistant au début des années 2000 à du chamanisme, je ne pensais pas une seconde que moi, je pouvais devenir chaman. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Alors pour moi, je dis que des fois, le chamanisme, je suis tombé dedans quand j'avais pas tout à fait 20 ans. Mais est-ce que je suis tombé dedans parce que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai vécu des pratiques et des initiations. Et pendant des années, à aucun moment au début non plus le choix était de faire ça, de devenir chaman. Mais on peut faire du chamanisme sans être chaman, heureusement. On peut aller manger au restaurant sans être cuisinier. On peut aller dans la salle de yoga sans être prof de yoga. Donc, tout le monde peut participer. Et j'ai pris mon pied, j'ai participé. Et puis, à un moment, effectivement, ça a pris tellement de place dans ma vie qu'il a fallu faire des choix. Et les choix ont toujours été dans ce sens-là. Et puis, on peut parler peut-être d'une maladie initiatique aussi. Et puis après, il y a deux choses. On est plus ou moins bon. Hein, on peut courir le marathon ou le 100 mètres. On a on peut avoir des parties. Voilà. Et puis en même temps, c'est le travail, quoi. On a des dons et du travail. Bon, je sais pas ce que j'avais comme don. J'ai beaucoup travaillé et de toute façon, je savais rien faire d'autre. Alors, allons-y gaiement. Et je voulais rien faire d'autre. En fait, je me rends compte que
Répondre à cette question, c'est une question piège, je trouve. Mais je vais commencer dans le sens de la troisième question. Effectivement, ce que vous avez dit tous les deux, quoi. Je n'ai pas décidé. Je pense fondamentalement qu'on ne décide pas d'être chaman. J'ai suivi cette voie parce qu'elle s'est présentée à moi, parce que à travers mon travail, je disais tout à l'heure, ce travail sur moi pour donner du sens à ma vie et donner du sens à pourquoi on est vivant. Hein. C'est une vraie question quand je dis est-ce qu'on est des êtres humains qui tentons d'être des êtres divins ou inversement. Donc pour moi, c'est une vraie question. Et du coup, tout ce cheminement, tout ce travail sur moi m'a amené d'abord à vivre des expériences et puis du coup à vouloir aller creuser. Je suis une chercheuse dans l'âme, donc j'ai commencé à creuser, pas tant dans les livres, hein, parce que pour moi c'est l'expérience qui est fondamentale, j'ai toujours été comme ça. Et du coup, d'aller rencontrer des personnes qui ont commencé à m'initier et à faire ce chemin pour développer tout ça. Et voilà, et aujourd'hui, je suis là. Je suis là à faire ça. Je n'ai pas encore bien compris, façon de dire, hein, pourquoi, mais à un moment donné, j'ai effectivement accepté cette responsabilité et endossé cette responsabilité en étant en gratitude quotidiennement auprès des esprits et auprès de tous ceux qui m'ont enseigné. Et avec la conscience que le chemin, il est loin d'être fini et qu'il y a encore beaucoup à explorer et à apprendre. Et qu'on apprend en faisant. On apprend vraiment en faisant. Voilà. C'est important aussi sur ces choix actuellement. Dans les voyages, il y a des chamans traditionnels qui peuvent dire à quelqu'un « Tiens, tu es chaman ». Et bien sûr, ils parlent de quelque chose de réel qu'ils ont ressenti chez la personne. C'est des fois mal compris dans le décalage culturel, puisque chez eux, quand on dit à quelqu'un « tu es chaman », la personne part en courant, elle ne veut pas. Parce qu'elle sait que derrière, c'est 10 ans de travail, d'initiation, et donc elle n'a pas trop envie d'abandonner sa vie normale pour juste devenir chaman. Chez nous, c'est un peu différent. Les personnes reviennent de voyage, on leur a dit qu'ils étaient chamans, et ils s'installent chaman parce que les esprits ou le chaman leur a dit que c'était chaman. Donc il y a vraiment les deux. Et ce qui est important, c'est que c'est une fonction. C'est une fonction qui est bien définie dans les sociétés traditionnelles, donc où on peut être chaman, et c'est une sacerdoce. C'est plus un sacerdoce qu'un honneur, parce que c'est pas facile. Dans notre société, c'est un peu de l'ego spirituel ou un honneur de vouloir devenir chaman. Donc c'est compliqué de dire, de décider à un moment, allez, c'est pas une orientation professionnelle, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de lutte chez les gens qui au départ ne veulent pas y aller, plutôt que ceux qui s'y précipitent et qui se mettent des médailles. Voilà, entre les deux, chacun se fera son chemin. C'est important ce que tu viens de dire, parce que bon, il se trouve que moi, j'ai reçu des chamans mongols chez moi et que j'entendais sur plusieurs personnes dire tu es chaman à une personne. Et la deuxième fois que je les ai accueillis, j'ai dit merci de préciser ce que vous voulez dire derrière. Ça veut dire le chemin commence là. Alors à partir de maintenant, tu vas te faire initier. À partir du moment maintenant, tu vas commencer à faire tout ce travail pour apprendre. Voilà. Parce qu'effectivement, les personnes, elles sortaient de la yourte et pour certaines, elles se disaient bon, c'est bon, je fais une carte de visite et je démarre mes séances. Et c'est pas ça. Pour eux, c'est pas ça. Il y a effectivement tout ce que tu dis et même bien plus que ça. C'est plus qu'un sacerdoce. C'est dangereux aussi. Et donc, du coup, il y en a plein, ils ne veulent pas aller à cet endroit-là parce qu'ils savent le prix à payer. Oui. Donc, alors, dans notre culture, c'est différent, mais oui, réveille le chaman qui est en toi. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. J'aime mieux le slogan réveille l'humain bon qui est en toi. Marche ta voix, marche ta parole. C'est ça, marche ta parole. Marche ta parole. Bon, je crois que c'est bien de conclure là-dessus, non? Oui, exactement. Merci, chères sœurs, chers frères.
C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et à très bientôt. Encore une fois, vous avez une perspective d'approfondissement avec la formation en ligne, l'e-learning qu'on propose, qui s'appelle Connexion, que vous pouvez trouver sur le site chamanisme.fr. Puis on sera très content de reprendre la discussion, le dialogue avec vous à l'occasion du prochain webinaire qui a lieu dans, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Eric, toi, peut-être il y a d'autres chamans invités aussi qui seront là. Et puis également, peut-être pas demain, mais peut-être demain, rapidement, il y aura sur YouTube un replay, puisqu'on me demande, on pourra retrouver le replay de ce petit jeu de questions-réponses entre nous sur YouTube, sur la chaîne de Chaman. Avec en plus un best-of. Un best-of et un bêtisier surtout. Et un bêtisier surtout. Regardez. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Allez. Portez-vous bien. Oh, je peux couper l'enregistrement. Takoyo Yacine.